Pour pas boucler, mais faire écho à tout ce que nous a expliqué Serge en début de réunion, et rebondir sur ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il faut regarder au-delà de J28, au-delà de J90. Fanny, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui en réanimation pour se pencher sur le devenir de nos patients? Merci Jean-Michel. Effectivement, c'est le dernier plan qu'on voulait aborder, cette dernière thématique, pardon. Euh, L'anesthésie, voilà, c'est l'autre cœur de métier, hein, la consultation, l'évaluation du risque périopératoire pour mener le patient au mieux à l'intervention, optimiser sa prise en charge pendant et optimiser le périopératoire. Et depuis quelques années en France, on a du retard par rapport à d'autres pays. On commence à s'intéresser justement au devenir de nos patients en dehors de ce fameux outcome de mortalité, mais finalement de qualité de vie après la réanimation. Je voulais résumer sur cette diapo finalement ce qu'était le syndrome post-réanimation ou le PICS, vous en entendrez parler. Ça concerne quand même près de 50 à 70% des patients qui sortent de la réanimation. Et s'il existe le PICS familial que je ne vais pas aborder, je pense qu'il faut qu'on se concentre, et en tant qu'anesthésiste réanimateur et qui prenons en charge ces patients en réanimation, sur ce PICS, ce Post-Intensive Care Syndrome, qui comprend à la fois un aspect psychologique, un aspect cognitif et un aspect physique. Il n'y a pas de définition consensuelle sur ce qu'est le PICS. Il y a une note de cadrage de la HAS qui est parue en 2022 et qui devrait, j'espère, qui devait nous délivrer des informations au dernier trimestre 2022. On n'a pas vu encore la note sortir. Donc j'espère qu'en 2023, on aura les conclusions des experts sur comment on diagnostique un PICS, parce que la définition n'est pas consensuelle, et comment on le prend en charge. Je vous conseille la lecture de cet excellent papier paru il y a quelques jours par Margaret Eridge, qui travaille depuis plus de 20 ans, et Elie Azoulay, sur les devenirs post-réanimation. Et on va s'intéresser à la partie qui est plutôt orangée sur la photo, parce que vraiment les proches, les accompagnants, les enfants, c'est encore autre chose. Et je pense que ça sera l'étape d'après. En tout cas, nous, on se concentre particulièrement sur le devenir du patient, puisqu'on doit être les spécialistes de ces pathologies qui surviennent en réanimation, que sont la faiblesse musculaire, les dysfonctions cognitives, les douleurs chroniques et rebelles. Et l'étude, encore une fois, de Raphaël Sinotti Algorea a bien montré la prévalence de la douleur chronique à 3 mois après la réanimation. Donc c'est pertinent que ces études-là fleurissent et qu'on regarde ce qui se passe derrière la porte une fois qu'ils ont quitté le service de réa. Et bien entendu, les lésions physiques qu'on peut occasionner à l'occasion de décubitus ventraux, par exemple. Et moi, j'aime bien ce concept, et finalement, vous voyez, la consultation post-réanimation, je l'ai mis dans cet encart-là. Et il y a le pré-consulte post-réanimation. Finalement, c'est l'état physiologique du patient, à la fois, vous voyez, abaissé avant la réanimation. Et ça, malheureusement, ils n'ont pas choisi, pour la grande majorité, d'arriver en réa. Ils étaient soit en bonne santé avant, sans comorbidité, soit avec déjà une atteinte de leur fonction, de leur grande fonction, voire une altération de la qualité de vie majeure. Le séjour en réanimation, on va l'altérer à des degrés variables. Et pour le post-réanimation, cette récupération fonctionnelle, je pense qu'il faut qu'on se saisisse de cela pour accompagner les patients, parce que quand on débriefe avec un patient en consultation post-réa du séjour en réanimation, on est, je pense, les plus à même de savoir ce qu'ils ont vécu et de revenir sur leur passage en réa. Et encore une fois, Margaret Eridge, je remets ce papier parce qu'il a 20 ans, mais elle s'était déjà intéressée au devenir à 1 an des patients. Hein. Les patients, 1 an après un SDRA, ils n'ont pas repris leur poids initial, ils n'ont pas repris leur travail. Il y a 2 tiers des patients ils font 2 tiers de la capacité de marche qu'ils étaient censés faire au même âge, et on n'a qu'un patient sur 2 qui reprend son activité professionnelle. Donc elle a été vraiment précurseur en ce sens, et elle publie régulièrement dessus, et c'est ce qu'on disait, ne pas se limiter à cet outcome qu'est la mortalité à la sortie de réa ou à J90, mais finalement essayer de développer des échelles pluridimensionnelles pour discuter de la reprise de la vie la plus normale possible. Et c'est pour ça que je pense que la consultation post-réa doit nous permettre d'accompagner ces patients, en tout cas de les dépister, pour les orienter vers des spécialistes qui vont leur permettre le retour à la vie la plus normale possible. J'en finis avec 2 diapos. Avec le comité réa, on est en train d'essayer de publier cette enquête nationale qu'on a fait donc en France pendant 2 mois pour regarder les pratiques en France. Raphaël Sinotti l'avait fait il y a quelques années, et on remet un peu à jour avec des questions un petit peu différentes. On a près de 300 anesthésistes réanimateurs qui ont répondu. Vous voyez, on va dire 2 tiers de CHU et
un quart de CHG, quelques structures privées, avec des structures qui ont environ une quinzaine de lits. Et vous voyez que 68% des répondeurs déclaraient connaître le syndrome post-réanimation. Donc on est bien loin des 100%. Et on voit que 70% ne pratiquent pas de suivi post-réanimation. On était quand même assez étonnés du 31%, qui était plus que ce qu'avait déjà démontré Raphaël Sinotti. Mais je ne vous ai pas mis l'enquête complète, mais est-ce que vous voulez des référentiels pour la consultation post-réanimation? C'est un grand 100%. Est-ce que vous avez besoin qu'on standardise les échelles pour diagnostiquer le PIX? C'était également très demandé par les... Je te coupe juste une seconde à ce stade-là, mais moi je suis entièrement d'accord, il faut faire des consultes post-réa, enfin il faut probablement en faire. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant ces consultes? Parce que si c'est les consultations post-réa, moi que je vois depuis 20 ans, c'est-à-dire on voit ceux qui vont bien, et ça fait hyper plaisir aux docteurs, hyper plaisir aux infirmières de voir des patients qui sont en forme, qui sont contents de ce qui s'est passé en réanimation, qui sont contents de revenir. Si c'est pour déstresser les équipes, il faut leur payer des abonnements au golf, ça coûtera moins cher à la société. Tu touches un point indispensable. En fait, probablement qu'on ne peut pas voir tout le monde. Et là, le plus important, c'est de savoir quels patients on sélectionne et quels sont ceux qui vont tirer le plus parti du suivi post-réa. On n'a pas les moyens humains, financiers, je pense, pour revoir tout le monde. Donc, l'intérêt réside dans le screening post-réa. Est-ce qu'on peut mettre en évidence des facteurs prédictifs de survenue de ce PIX et voir les patients qui sont les plus altérés ou le plus à risque d'avoir des dépressions sévères après la réa, des troubles de stress post-traumatique, des désordres nutritionnels majeurs, des douleurs rebelles. Et c'est probablement ceux-là pour lesquels on peut apporter davantage. Et justement, je vais sur ma dernière diapo. Donc là, vous voyez, c'est toute la question de la sélection des patients. Les gens déclarés qui sélectionnaient les patients sur des durées de ventilation prolongées, des séjours prolongés, c'est pas très précis, effectivement, des scores de sévérité, ou encore, voilà, pour les protagonistes, le réanimateur était présent, des paramédicaux, vous voyez, en proportion quand même assez faible. Et après, ce qui ressort, c'est le kiné et le psy. Et donc, pour répondre à ta question, Jean-Michel, voilà un petit visuel abstract qu'on avait fait. Pour nous, il faut dépister les patients à la sortie de réanimation, déjà, probablement, et bien leur parler du suivi qui leur sera offert, parce que par expérience, quand on les recontacte à 2 ou 3 mois pour leur dire on va vous revoir, la grande majorité des patients ne souhaitent pas revenir à l'hôpital, ne serait-ce qu'à l'hôpital, même si on ne les fait pas revenir dans la réa. Travailler sur la mise au point de livrets explicatifs pour les patients, pour les familles, et voilà, rappeler quand même aux patients, pour essayer d'être exhaustif dans les consultes, qu'il y aura ce rendez-vous. Et je pense que la place de l'anesthésiste réanimateur, il est là. Il est à la consultation, au moins parce que je pense qu'on est quand même spécialiste de la faiblesse acquise, malheureusement, en réanimation, des désordres nutritionnels et des douleurs acquises en réanimation. Et c'est ici que, lors de ces consultations, en fait, qu'on va reprendre vraiment le débriefing de la réa. Et moi, j'ai eu des patients qui pensaient avoir fait un arrêt cardiaque pendant la réa. Ça les a rongés pendant 3 mois. Et là, on se voit, on reprend. Non, vous n'avez jamais présenté d'arrêt cardiaque. Et ça redescend. Donc déjà, ce débriefing, il est indispensable. Il est très fédérateur pour les paramédicaux aussi, les infirmiers, les aides-soignants, que vraiment on met en place à ce niveau-là, effectivement, pour le plaisir aussi de voir qu'il y a des patients pour qui ça a été difficile et qui reviennent mieux. Et après, on oriente ces patients vers la filière post-réanimation avec les spécialistes d'organes, cardio, pneumo, néphro, les psychiatres, vers les patients qui ont les troubles de la phonation, on va voir les ORL, les gériatres, etc. Voilà, ça c'était la petite diapo récapitulative, mais je suis d'accord, on ne peut pas voir tout le monde et il faut probablement sélectionner les patients. Et j'espère que dans quelques années, et dans pas si longtemps que ça, on arrivera à démontrer avec un PHRC l'impact de la consulte post-réa. Alors, est-ce qu'on verra la mortalité à 1 an? Frog ICU avait montré 21% de mortalité à 1 an. Est-ce que sur ces mêmes patients, si on les suit à 3, 6, 12 mois, le fait de les mettre dans le rail d'un suivi médical, psychologique, diminuera ou améliorera ne serait-ce que la qualité de vie à 1 an, j'espère qu'on arrivera à le démontrer. Serge, tu avais une question. Oui, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit en voyant tout ceci, et dans tout ce que tu as présenté, d'ailleurs, le terme apparaît à plusieurs reprises dans les graphes, notamment de la Revue Générale du New England. Il y a la notion de fragilité. Donc, tu as parlé de fragilité acquise en réanimation. Il y a un autre élément qui me paraît important et qui, a posteriori, doit être évalué, c'est d'où on part. Quelles étaient les réserves physiologiques avant qu'ils rentrent dans ce process? Parce que ça peut être un élément déterminant. La survie et les séquelles peuvent être déterminées par l'état antérieur. Et l'idée que l'on a quand on écoute cette présentation auquel on ne peut qu'adhérer, c'est est-ce qu'à un moment ou un autre, on est capable d'évaluer
a fortiori le mieux possible, avec quels arguments, le niveau de réserve physiologique dont on part. Parce que ça peut changer la lecture qu'on va avoir des résultats. C'est toute la difficulté. Dans nos questionnaires qu'on leur fait remplir à 2 mois, on essaie de les faire se juger sur l'état avant la réanimation. Mais il y a un biais déclaratif évident. Il y a le questionnaire de qualité de vie, de fragilité, et après on avait le poids antérieur à la réa. Mais effectivement, on se heurte à ce biais de déclaration. Et l'intérêt est vraiment d'utiliser des échelles assez simples, comme l'échelle de Fried, le score Fragility Scale, dès l'entrée en réa, pour déjà dire mon patient il part de 8 sur l'échelle ou de 3 sur l'échelle. Mais on a un biais de déclaration, à la différence de la consultation d'anesthésie où on voit notre patient au début avant d'avoir créé le stress chirurgical. Là, c'est plus difficile. Mais on a exactement le même problème en anesthésie. Aujourd'hui, combien d'entre nous ont sur leur feuille d'anesthésie une évaluation de la fragilité? La fragilité au sens où on l'a évalué dans le Covid avec le Clinical Frailty Scale, qui lui est très simple à faire. Ça peut être fait par une secrétaire, ça peut être fait rétrospectivement. C'est d'ailleurs validé en réanimation de manière rétrospective. Donc l'idée, ce serait d'avoir ça pour avoir à un moment ou à un autre une catégorisation 0 ou 1, on le met dans les personnes vulnérables ou fragiles. En tout cas, à partir d'un certain âge, et grâce au projet ICOP, avec les gériatres, en fait, on va faire la step 1 à la sortie de réa, et si les patients sont éligibles, ils vont partir à la deuxième étape avec les gériatres qui sont dans ce projet européen pour le suivi de la fragilité. Moi, ça m'évoque une question aussi, peut-être pour Fanny, c'est... Moi, je comprends l'intérêt de cibler ces patients à risque de PICS, parce que c'est chez eux qu'on va améliorer le devenir. Mais si on veut aussi dépasser, c'est vrai, le côté empirique de on est content, le patient vient, il nous amène des chocolats, bon, ça c'est dans le meilleur des cas, ou il ne revient pas parce qu'il a trop peur de revenir. Est-ce que quand même, c'est pas un risqué malgré tout on parlait de biais, alors on peut peut-être pas dire que c'est un biais de sélection, enfin, il est recherché en tout cas ce biais de sélection, mais est-ce qu'une des solutions n'est pas aussi finalement, mais tu viens de l'évoquer, d'adjoindre ça à de la recherche finalement, à des inclusions de ces patients-là dans des études, dont le critère ou les critères de jugement seraient effectivement à plus long terme, mais on a beaucoup progressé en faisant ça sur les benzodiazépines, sur d'autres pratiques de réanimation, et pour continuer encore à améliorer ce que nous on fait au-delà de la fragilité, de l'écomorbidité, etc. Bon, il faut bien faire des choix probablement pour des raisons logistiques, financières, etc. Mais est-ce qu'à terme, il ne faudrait mieux pas suivre tous nos patients dans l'idéal? On n'en a peut-être pas les moyens. Possiblement, localement, c'est à l'échelle de travaux de thèse, travaux de recherche. Je crois que Jean-Michel aura un mot à nous dire aussi dessus. On essaie de mettre en évidence les facteurs associés au PIC selon la manière dont nous, on l'a défini. Je ne peux pas te donner aujourd'hui de définition consensuelle du PIX. Mais oui, les travaux qu'on a menés déjà nous ont permis déjà d'affiner nos recherches actuelles. Et je pense un grand champ pour l'avenir et pour la suite. Il y a déjà des études, on l'a vu, Algorea avec la douleur à 3 mois, et probablement qu'il y a la place pour un gros essai contrôlé randomisé sur la place de ces consultations sur le devenir, et ça doit être un champ de recherche qu'il faut privilégier. Je ne suis pas d'accord du tout avec l'idée de sélectionner les patients pour le suivi. C'est un truc que je suis totalement opposé. Ça m'embête un peu aussi, c'est pour ça que je posais la question. Parce que... Par contre, Fanny a raison, on ne peut pas voir tout le monde. Je crois que ce qui est fondamental, c'est de voir les 30% qui ne reviennent pas. Parce que dans les 30% qui ne reviennent pas, il y en a peut-être 1 ou 2% qui ont repris leur vie et qui ont une vie trop occupée pour revenir. J'y crois pas beaucoup. C'est essentiellement du PTSD et eux, ils ne veulent pas revenir. Donc, il faut soit aller à eux, soit trouver un moyen de les faire revenir. Les autres, il ne faut surtout pas les abandonner. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas les voir qu'il faut les laisser filer dans la nature. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple d'avoir des files actives, on peut faire des questionnaires dématérialisés. Ces patients, il faut les monitorer. Il faut créer un registre comme Serge le fait en post-anesthésie du sujet âgé. Mais on ne peut plus se permettre de lâcher dans la nature des patients qui ont un devenir qui est catastrophique. Quand on regarde l'outcome, et tu l'as montré Fanny, à 5 ans, des survivants du SDRA. Moi, j'ai passé toute ma vie professionnelle à être hyper content quand il y a un patient à RDS sévère qui sortait. Elle n'est pas finie, Serge, je sais. Elle commence à durer, mais elle n'est pas finie. Quand on regarde ce qu'ils deviennent à 5 ans, moi, j'étais fier, je me moquais de Jean-Jacques Rouby, je continue à me moquer de Jean-Jacques, en disant, maintenant, on s'est ventilé, ils n'ont plus les poumons détruits, ils sont plus sous oxygène à 5 ans. Mais ils ont la qualité de vie des cancéreux métastatiques. On ne peut pas accepter ça.
Donc ça, il faut absolument qu'on aille là-dedans. Est-ce que tu as des idées, c'est ta génération, Fanny, de registres justement pour suivre ces patients? Oui, c'est le cas. Et justement, je t'en ai parlé. Il faut que je te montre un peu les outils qu'on utilise. Mais l'outil qu'on utilise actuellement, c'est effectivement un screening de tous les patients qui sortent de notre service. Loin de moi l'idée d'abandonner qui que ce soit. Merci. Et on a, selon les échelles, des patients qui vont sortir vert, orange ou rouge. Bien entendu, on va prioriser les patients orange et rouge. Mais ces patients verts vont avoir un retour de leur questionnaire déjà et de notre analyse. Et on les revoit en téléconsultation. Donc voilà, ils auront des propositions effectivement de suivi et ils seront enjoints à revenir vers nous. Voilà. Mais un patient qui est resté 48 heures après un urosepsis, on ne va pas forcément le privilégier par rapport au SDRA qui va rester pendant 2 mois. Oui. Et est-ce que la mémoire de l'anesthésie est rassurée de voir ce suivi des patients post-réanimation qui se met en place? Non, c'était toi. Un moment, c'est comme dans l'évolution naturelle. Quand tu es interne, tu cherches le senior quand on te pose une question compliquée. Et il y a un moment, tu te retournes, il n'y a plus personne. Donc là, Serge, en termes de mémoire d'anesthésie, il n'y a plus personne derrière toi, au moins sur ce plateau. Jean-Bernard Casala est parti en déplacement, donc il ne peut pas te dépanner. C'est totalement rassurant. Je crois que c'est une belle évolution, où on est parti quand même. On était tous, on anesthésierait une spécialité technique. On se rend compte qu'on est une spécialité médicale et une spécialité qui a un impact sur la santé publique. Améliorer l'anesthésie, c'est impacter la santé publique vu le nombre d'anesthésiques à chaque année. Si maintenant on commence à se rendre compte que la réanimation, on peut apprendre de tout ça et qu'on ne peut plus se contenter de laisser sortir des patients vivants, je crois qu'on aura fait un énorme pas en avant. Merci à tous les trois d'avoir été là. Merci à Hélène de nous avoir rejoints et bonne continuation pour la ISFAR. À tout à l'heure.